Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. 8h19, le petit déjeuner politique ce matin, c'est Bruno Le Maire, ministre de l'économie, des finances et de la relance et auteur du livre Un éternel soleil chez Albin Michel. Bonjour Bruno Le Maire. Bonjour Patrick Roger. Merci d'être avec nous ce matin. Alors est-ce que la France va mieux ou moins bien? Pouvoir d'achat, niveau de vie, industrialisation, chômage, Covid. On va voir ça de façon très concrète. Alors de Bercy, Bruno Le Maire, vous nous dites que ça va mieux. Du moins comme vous l'écrivez dans ce livre que vous publiez, Un éternel soleil. Vous nous direz d'ailleurs quand est-ce que vous avez le temps d'écrire, puisqu'il y a beaucoup d'auditeurs qui se posent la question. Et si la France allait mieux qu'on ne le croit, hein, c'est ce que vous allez jusqu'à proclamer cela. À partir de quel constat vous pouvez dire ça, alors que des associations disent il y a quasiment près de 10 millions de pauvres en France? Le paradoxe français, c'est que je démarre le livre en racontant l'histoire d'Annie, qui était dans ma circonscription, qui était venue me voir quand j'étais jeune député, et que j'ai retrouvé un jour sur un rond-point parmi un groupe de gilets jaunes. Je vois beaucoup de Français dans mes déplacements qui doutent, qui souffrent, qui sont en grande difficulté, parfois en difficulté financière, et donc j'ai conscience que beaucoup de Français aujourd'hui estiment que la France ne va pas dans la bonne direction. Et quand je regarde ensuite les résultats français, que je me déplace à l'étranger, que je parle de la France, tout le monde me dit, mais vous avez des résultats qui sont spectaculaires. Vous avez un chiffre de croissance qui tire la croissance européenne vers le haut. Vous avez retrouvé le niveau d'activité économique d'avant-crise 3 mois plus tôt que prévu. Et vous avez un niveau de chômage, après la crise, qui est inférieur à celui d'avant-crise. Donc vous êtes dans la bonne direction, vous investissez, le président de la République vient d'investir dans le plan France 2030, notamment dans l'hydrogène, on va en reparler. Oui. Donc il y a un paradoxe français, beaucoup de Français qui ressentent des difficultés et en même temps une nation qui est en train de relever la tête. Donc l'objectif de ce livre, c'est de dire aux Français, oui, il y a encore des difficultés, j'en ai conscience, mais elles ne sont pas insurmontables. Oui, si on est capable de les serrer, de les trier, plutôt que d'en faire une montagne comme le font les extrêmes, nous arriverons à les surmonter. Mais 3 ans après le mouvement des Gilets jaunes, c'était il y a 3 ans, tout juste aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas une France à double vitesse, Bruno Le Maire, encore, avec ces Français? Parce que dans l'étude qui a été publiée hier sur le pouvoir d'achat, on voit que les plus aisés, les plus riches et même les classes moyennes ont vu leur pouvoir d'achat augmenter, mais en revanche, les autres, les plus modestes, est plutôt en diminution. Cette étude, elle est très intéressante. Et vraiment, je voudrais saluer la qualité du travail qui a été fait. Et je pense que c'est une bonne base, justement, pour avoir un diagnostic commun sur la situation de la France. Elle montre 4 choses très simples. La première chose, c'est que les gagnants de la politique d'Emmanuel Macron, ce sont les Français qui travaillent. Et ça correspond exactement à ce que nous voulions faire depuis 2017, valoriser et récompenser le travail, la prime d'activité, les suppressions de cotisations sociales. Tout ça a permis, au cours du quinquennat, d'améliorer la vie des gens qui travaillent. Et c'est au cœur de notre ambition politique. La deuxième leçon, c'est que tous les Français ont vu leur niveau de vie augmenter. Ce sont les chiffres qui sont donnés par cette étude, de 396 € par an en moyenne, contre 76 sous François Hollande, et une perte de 15 € sous Nicolas Sarkozy. Donc c'est bien la preuve que quand on dit que le quinquennat d'Emmanuel Macron a permis d'améliorer globalement le niveau de vie des Français, c'est une réalité. La troisième chose, c'est que je vous interromps en fait une seconde quand même, Bruno Le Maire, sur ce point. Sauf que les Français, et dans cette étude, il n'y a pas les prix qui se sont envolés au niveau de l'énergie. Vous avez raison, c'est un point très important. Et qui viennent atténuer un petit peu ce que vous dites. C'est un point très important. Je rajoute juste 2 éléments dans cette étude. Sur les Français les plus modestes, vous m'avez interrogé là-dessus. Moi, je regrette des oublis dans cette étude. Elle ne tient pas compte, évidemment, ni du revenu d'engagement, ni de l'indemnité inflation, parce qu'elles viennent d'être mis en fonction. Elle ne tient pas compte du 100% de remboursement de soins dentaires et des lunettes, et elle ne tient pas compte non plus de la revalorisation des prestations sociales qui a été décidée en 2018. Je pense que c'est de nature à tempérer ce qui est dit sur les Français les plus modestes. Une dernière chose sur laquelle j'insiste, parce que je pense que c'est une leçon majeure de cette étude, elle montre, chiffre à l'appui, que si nous n'avions pas dépensé de l'argent public pour protéger les salariés et éviter les faillites, la dette publique française aujourd'hui ne serait pas de 115%, mais 10 points supplémentaires de 126%. Ça valide toute la stratégie économique du gouvernement pendant cette crise. C'est moins cher de protéger que de réparer ensuite. Oui. Bon, mais sur ce que je vous disais... Alors, sur l'inflation, oui, sur l'inflation. Et d'ailleurs, est-ce que vous craignez un retour de l'inflation ?
Je suis extrêmement vigilant. Je le dis très simplement, je suis très vigilant sur l'augmentation des prix, très vigilant sur le niveau d'inflation. J'en discute régulièrement avec les autres ministres des Finances européens, avec la présidente de la Banque Centrale Européenne, Christine Lagarde. Notre évaluation, c'est que cette inflation est temporaire, qu'elle est tirée d'abord par la reprise d'activité très forte en Chine, aux États-Unis, en Europe, mais elle appelle la plus grande vigilance. Et elle appelle surtout des mesures de protection. Ce qu'a annoncé le Premier ministre Jean Castex sur le gel des prix du gaz ou le plafonnement des prix de l'électricité, c'est absolument majeur. Je rappelle que s'il n'y avait pas de plafonnement des prix de l'électricité à 4% d'ici le 1er janvier, nous serions exposés à une augmentation de 15%. Ce qui veut dire qu'il y aurait de l'inflation, quoi. Qu'il y a les ferments de l'inflation en France aujourd'hui comme en Europe. Ce qui veut dire que l'augmentation des prix de l'énergie est un des facteurs clés de l'augmentation globale des prix et du sentiment qu'ont beaucoup de Français et du sentiment qu'ont beaucoup de Français que ça peut être difficile dans les mois qui viennent. Et je crois que notre responsabilité à nous, gouvernement, c'est de protéger les Français contre cette augmentation des prix, notamment les prix d'énergie. Le Premier ministre l'a fait en prenant des mesures très fortes. Et moi, je me bats de mon côté pour qu'on réforme le marché européen de l'énergie, pour que le prix d'électricité payé en France ne dépende pas du prix du gaz. Nous, on n'utilise pas le gaz ou très peu. Donc franchement, c'est injuste et d'un point de vue environnemental, ça n'est pas très cohérent que notre prix de l'électricité produit par des centrales nucléaires dépende du prix du gaz importé de Russie. Bon, on va parler dans un instant justement des énergies nouvelles, hydrogène et électricité notamment. D'un point, puisque là vous avez évoqué cette montée globale du niveau de vie pour des Français. Est-ce que, alors, dans le même temps, il y a eu quand même un échec du fameux ruissellement ? Puisque les il y aurait eu un échec si j'y avais cru. Je crois avoir dit très clairement, je crois que c'était en réponse à une remarque de Jean-Luc Mélenchon au tout début du quinquennat, que je ne croyais pas à la théorie du ruissellement. Je n'y ai jamais cru. C'est pas parce que certains se portent très bien que d'autres vont se porter mieux. Il faut s'occuper de tous les Français. Ça, vous l'avez dit à Emmanuel Macron. Sans exception. Et je pense que le président de la République n'a lui-même jamais cru à cette théorie du ruissellement. Quand on augmente les minima sociaux, quand on augmente la prime d'activité pour ceux qui travaillent, quand on baisse les cotisations sociales, quand on fait en sorte que les heures supplémentaires soient défiscalisées, quand on fait en sorte dans la restauration, pour rendre les métiers plus attractifs, que les pourboires soient défiscalisés, qu'est-ce qu'on fait ? On s'occupe des Français directement, on n'attend pas que ça ruisselle, on s'occupe de chaque Français, en particulier ceux qui travaillent, pour qu'ils puissent vivre dignement de leur activité. Bon, ça avait été une erreur de mettre ça en évidence lors du début du quinquennat, alors la politique de ruissellement. Moi, je n'ai pas entendu de ministre, de membre du gouvernement, à ma connaissance, je peux me tromper, parler de ruissellement. Et en tout cas, à la tribune de l'Assemblée nationale, dès le début du quinquennat, j'ai vraiment marqué très clairement que je ne croyais pas à cette théorie et que toute notre politique, c'est ce que nous avons fait depuis près de 5 ans avec le président de la République, consistait à s'occuper de chaque Français. Vous voyez, quand on met en place le revenu d'engagement, on est critiqué par certains qui nous disent c'est de l'assistanat, mais pas du tout. C'est tendre la main à des jeunes qui sont très éloignés du marché du travail, qui n'ont pas de qualification, pas de formation, certains qui sont parfois un peu paumés, qui ont perdu leurs repères. On va s'occuper d'eux, on va les chercher et on les accompagne vers le travail. C'est pas du ruissellement, c'est du volontarisme. Oui, donc les riches ont plus gagné. Les dividendes explosent actuellement, pas les salaires. Est-ce qu'il faudrait des augmentations des salaires ? Il faut des augmentations de salaires dans les secteurs où il y a des tensions sur le recrutement. J'en ai parlé encore hier avec mes amis de la restauration, l'hôtellerie. C'est un secteur qui a été bien protégé pendant la crise, qui est essentiel à notre culture, et je dirais essentiel à notre bonheur commun. On voit bien qu'il a du mal à recruter. Il faut rendre ces métiers plus attractifs. On ne peut pas se retrouver avec des dizaines de milliers d'emplois qui ne sont pas pourvus dans les restaurants, dans les bars, dans les hôtels. Et pour rendre ces métiers plus attractifs, il y a 2 choses qui sont très importantes à mes yeux. La première, c'est le niveau de rémunération. Ils sont en négociation et j'espère que ces négociations dans le secteur de l'hôtellerie-restauration se concluront par des augmentations significatives de salaire. L'autre point très important, c'est offrir des perspectives de carrière. Un gamin qui commence dans la restauration, qui va être serveur, il faut pouvoir lui dire d'ici 3 ans ou 4 ans, tu vas évoluer. On a tous envie d'évoluer dans la vie. Il
Il n'y a pas de raison que ce Donc soit pas vous le cas encouragez aussi toutes dans les branches à cette augmentation, en fait, pas des toutes salaires. les branches, je suis très clair, uniquement les secteurs dans lesquels il y a des tensions de recrutement et des tensions de main-d'œuvre. Je sais très bien, hier, je répondais à une question de Fabien Roussel, qui est le candidat communiste à la présidence de la République. Il dit qu'il faut augmenter tous les salaires massivement. Mais on a fait ça dans le passé. Ça a l'air très généreux sur le papier. Il y a des dividendes qui explosent d'un côté, il y a les plus riches qui gagnent. Regardez Jean-Luc Mélenchon, il dit Emmanuel Macron reste le président des riches. Mais donc vous serez le ministre des riches. Emmanuel Macron est le président des gens qui travaillent. Et il est le président de tous les Français. Mais notre politique a consisté à valoriser le travail, et l'étude qui vient de sortir montre que effectivement les gagnants de ce quinquennat sont les Français qui travaillent. C'est une façon d'orienter le pays vers ce qui est bon pour lui, c'est-à-dire que l'ensemble des Français puissent travailler davantage pour que nos enfants et nos petits-enfants aient un meilleur niveau de vie que le nôtre. Moi, je crois profondément à cette politique, je pense qu'elle est juste et je pense qu'elle est efficace. Bon, alors vous défendez votre bilan avant les perspectives et la suite. Vous en voulez alors aux déclinistes parce que vous êtes un optimiste. Je pense en fait à Marine Le Pen, à Éric Zemmour et même à votre famille LR. Je suis plus volontariste que optimiste. Je ne suis pas un optimiste B1. Une fois encore, je vois les difficultés des Français tous les jours. Je le vois dans ma circonscription, je le vois dans mes déplacements. Mais je crois profondément dans l'avenir de mon pays. Et ce que je reproche aux déclinistes, à ceux qui insistent toujours sur ce qui va mal, sur ce qui est difficile, c'est que dans le fond, j'ai le sentiment qu'ils ne croient pas dans la France. Qui ne sont pas les héritiers de cette France, qui a plusieurs siècles d'histoire derrière elle, qui a traversé des moments difficiles, qui s'est toujours relevé et qui a toujours su inventer son avenir. La responsabilité de la politique, ça n'est pas d'encenser le passé, c'est d'inventer l'avenir, c'est de construire un avenir c'est commun. aussi de faire des constats, de dire qu'il y a des choses qui ne vont pas. Bien sûr, non. Mais il faut pas ils peuvent le faire. Il ne faut pas non plus qu'à partir d'une difficulté qui doit être réglée, on puisse en déduire que toute la nation française est foutue. Parce que c'est ça que font les déclinistes. Ils prennent une difficulté, ils mettent une loupe grossissante au-dessus de cette difficulté et ils en font le résumé de la situation française. Bruno Le Maire, en même temps, ce sont peut-être des lanceurs d'alerte. Souvenez-vous, il y a quelques années, vous qui connaissez bien l'économie, certains disaient il nous faut un pays sans usine. Aujourd'hui, vous prenez en fait l'inverse. Il fallait arrêter le nucléaire. Aujourd'hui, vous prenez l'inverse. Comme quoi, il y a besoin parfois d'alerte, non ? Je suis tout à fait d'accord, sauf que l'alerte sur le nucléaire, moi-même, j'ai lancé il y a plusieurs années. J'ai toujours considéré que le nucléaire était un atout français, qu'il fallait le développer. Je constate que le seul président de la République depuis des années qui a eu le courage d'annoncer l'ouverture de nouvelles centrales nucléaires s'appelle Emmanuel Macron. Donc tout ça est bien l'idée d'un pays qui est porté... Lui qui a confirmé aussi la fermeture de Fessenheim. C'est l'idée d'un pays qui invente son avenir plutôt que d'avoir toujours le regard dans le rétroviseur. Vous savez, j'aime l'histoire. J'aime la mémoire française. J'aime les grandes figures de l'histoire française. Mais j'essaye d'en tirer de la force pour inventer avec les Français un avenir commun. Ce que font les déclinistes, c'est l'inverse. C'est de fantasmer un passé qui très souvent n'a existé que dans leurs rêves pour fermer les portes de l'avenir aux Français. C'est l'inverse de ce qu'on demande à la responsable politique. Pourquoi les Français, dans les intentions de vote, sont aussi hauts, alors justement, derrière ces personnes Parce que je crois qu'il y a eu effectivement des erreurs qui ont été faites, qu'il faut les corriger, et que quand on fait une erreur, ça prend peu de temps, la corriger prend beaucoup plus de temps. Ce que vous dites sur les usines est très juste. Il y a eu un discours dont nous avons tous été complices. Pas si vieux, il n'était pas si vieux, il y a une quinzaine d'années, qui consistait à dire, mais dans le fond, l'industrie s'est dépassée. C'est une des erreurs économiques les plus graves qui étaient commises en France au cours du dernier siècle. Faire croire aux Français qu'on pouvait avoir une grande nation sans industrie. C'est un mensonge, c'est une faute politique et c'est une erreur économique. Pour rattraper cette erreur qui nous a amené de 20% de part de l'industrie dans notre PNB à un peu plus de 10%, ça demande un travail colossal que nous avons engagé à partir de 2017 avec le président de la République, en baissant les impôts sur les industries, en formant, en qualifiant, en ouvrant de nouvelles centrales nucléaires, en proposant ce plan France 2030 pour ouvrir de nouvelles filières industrielles. Mais soyons honnêtes avec les Français, ça prendra 10 ans pour retrouver nos capacités industrielles telles que nous avons connues il y a quelques décennies. 10 ans, c'est court finalement. Si vous y arrivez, chapeau quoi. C'est ce que disent en fait certains, compte tenu de la concurrence internationale. Je pense que nous pouvons en 10 ans retrouver une part de l'industrie de notre PNB
très significativement supérieur aux 10-11% que nous avons aujourd'hui. Oui, alors ça c'est ce fameux plan de relance France 2030, quoi. Il y a un secteur qui est particulier, enfin il y en a beaucoup, mais qui est particulièrement touché, c'est la filière automobile aussi. Et dans ce plan de relance, par exemple, les TPE-PME des services de l'automobile, ça représente plus de 500 000 emplois en France, ne sont pas vraiment pris en compte dans tout le travail de transformation écologique, sociale qui est à l'œuvre. Est-ce que vous comptez ouvrir des aides, par exemple, à l'ensemble des sous-traitants? Alors d'abord, c'est un excellent exemple, l'industrie automobile. Oui, parce que c'est l'industrie qui est confrontée à la révolution technologique la plus importante. On passe du véhicule thermique, un siècle de véhicule thermique, au véhicule électrique. Donc il faut changer toutes les chaînes de production. C'est pas les mêmes moteurs, c'est pas les mêmes fabrications, c'est pas les mêmes technologies. Il y a des sous-traitants que vous citez qui effectivement vont être en difficulté parce qu'il y a moins de commandes. Je pense en particulier aux fonderies. Le plan sur lequel nous travaillons et sur lequel le président de la République s'exprimera d'ici quelques semaines vise justement à soutenir tout le monde. Des grands donneurs d'ordre, Stellantis et Renault, jusqu'aux petites PME. Au contraire, la priorité, ce sont les PME. La priorité, ce sont les sous-traitants. Les grands donneurs d'ordre, ils ont les reins suffisamment solides pour avoir des stratégies à 10 ans. Mais chaque entreprise industrielle sous-traitante fait l'objet de la plus grande attention du gouvernement. Il y a certaines entreprises qu'il faut réinventer parce que les commandes ne sont pas suffisantes, elles ne survivront pas telles qu'elles sont. Il y en a d'autres sur lesquelles nous nous battons pour qu'elles restent ouvertes à tout prix. Chacune des entreprises fait l'objet au ministère de l'économie et des finances, avec Agnès Pannier-Runacher, qui est la ministre déléguée à l'industrie, qui fait un travail remarquable sur ce sujet-là, avec les services du CIRI, d'un accompagnement personnalisé. Oui, l'hydrogène fait partie, parce que vous avez parlé de l'électrique, mais l'hydrogène, ça fait partie également des plans d'avenir. Il y a eu 1,9 milliard hier de mise sur la table à Béziers. L'objectif, c'est quoi? Il va y avoir des entreprises et des usines qui vont devoir fermer parce qu'il y aura moins de commandes, parce qu'ils appartiennent au monde du véhicule thermique. Mais nous voulons plus que compenser cela par l'ouverture de nouvelles usines. Une gigafactory de batteries électriques à Douvrin, dans le Nord, plus de 1000 emplois pour PSA. 5 gigafactories d'hydrogène, des milliers d'emplois, c'est ce qu'a annoncé le président de la République hier, en investissant au total 9 milliards d'euros sur la filière hydrogène pour être demain l'une des grandes nations productrices d'hydrogène vert. On a un atout clé que chacun doit bien comprendre, c'est le nucléaire. Une fabrique qui fait de l'hydrogène avec de l'électrolyse consomme énormément d'électricité. Si cette électricité est carbonée, votre hydrogène, il n'est pas très vert. Nous, on a une chance. On a nos centrales nucléaires. Donc on a de l'électricité décarbonée pour faire tourner ces gigafactories de production d'hydrogène et être un des premiers pays producteurs au monde d'hydrogène vert. C'est aussi des milliers d'emplois à la clé. C'est cette transition qu'il faut arriver à accomplir. Et ce monde des TPE, des PME peut s'adapter parce que les Allemands sont déjà en route. Vous connaissez bien l'Allemagne. C'est parfois un projet des TPE ou des PME. McPhy, qui fait justement de l'électrolyse à Belfort, c'est une PME, c'est pas une gigantesque entreprise, c'est une entreprise très performante, mais c'est une PME. Un mot de la pression fiscale, puisqu'on parle des entreprises. Elles se desserrent, elles ont bénéficié, les entreprises, de 25 milliards à peu près de baisse de prélèvements, mais les impôts de production restent quand même encore plus élevés en France. Il reste plus élevé, mais nous les avons baissés. Nous sommes la première majorité à avoir baissé ces impôts. Nous avons tenu, je pense qu'il y a un point qui est très important pour la reconquête industrielle, c'est la visibilité fiscale. C'est important pour les ménages, c'est important pour les entreprises. J'ai dit en 2017, nous vous ramènerons l'impôt chez sociétés à 25% pour toutes les entreprises et 15% pour les PME. Promesse tenue. J'avais dit en 2017, nous baisserons les impôts de production. Ils sont 7 fois plus élevés qu'en Allemagne. Promesse tenue, 10 milliards d'euros de baisse. J'avais indiqué que nous baisserions les cotisations patronales. Promesse tenue. Donc toutes les promesses que nous avons faites aux entreprises, pour leur permettre de mieux réussir et de réussir dans la compétition mondiale, elles ont été tenues. Quand on voit le chiffre de croissance aujourd'hui de la France, ça ne s'explique pas uniquement par la relance, par la protection. Ça s'explique aussi par les décisions structurelles que nous avons prises en début de mandat. Oui, promesse et quant de aux impôts de production, des retraites, promesse je confirme que cet impôt de production il reste plus élevé qu'en Allemagne. Moi, je suis tout à fait ouvert à des baisses supplémentaires d'impôts de production dans les années qui viennent. D'un mot, puisque vous parlez des promesses non tenues, celle de la réforme des retraites. Ça fait partie des regrets dont je parle dans mon livre. Je pense que vous l'évoquez. On a un devoir d'honnêteté vis-à-vis des Français. L'honnêteté, c'est reconnaître leurs difficultés, c'est reconnaître ce que nous avons réussi et ce sur quoi aussi nous n'avons pas réussi. C'est comme ça, je pense, qu'on gagne la
confiance du peuple français, en faisant preuve d'honnêteté, y compris dans le bilan de ce que nous avons fait. Oui, à propos des plans d'investissement, évidemment, ils sont entérinés en ce moment entre le Sénat et l'Assemblée nationale. Certains disent que c'est un peu le budget du Père Noël. Qu'est-ce que vous leur répondez? Ils sont notamment aussi vos amis ou anciens amis LR. Non, c'est le budget du futur. Le budget qui permet de construire le futur de la France. Mais les LR nous ont très vertement critiqué. Ils disent que c'est un budget électoraliste, quoi. Parce que, évidemment... Oui, mais très bien qu'ils nous disent dans ce cas-là à quoi est-ce qu'ils veulent renoncer. C'est-à-dire qu'ils viennent expliquer clairement aux Français, parce que vous savez, c'est un débat très concret, on met de l'argent sur la police. Ils veulent retirer l'argent pour le Beauvau de la sécurité porté par Gérald Darmanin. Nous mettons beaucoup d'argent sur la justice. Ils veulent retirer l'argent nécessaire pour que la justice aille plus vite. Nous mettons effectivement 34 milliards d'euros dans un plan d'investissement sur l'hydrogène, la réindustrialisation du pays. Bon, s'ils ne veulent pas investir dans l'avenir du pays, qu'ils nous le disent. Oui. Mais c'est les mêmes, Patrick Roger, qui nous ont dit qu'on avait cramé la caisse. Or, l'étude qui vient de sortir montre qu'au contraire, nous avons protégé la caisse des Français. Parce que si nous n'avions pas dépensé cet argent public, nous aurions eu des centaines de milliers de chômeurs, des dizaines de milliers de faillites d'entreprises, et l'étude qui vient de sortir montre très clairement que dans ce cas-là, la dette publique aurait explosé. Cela dit, donc l'argent que nous avons mis sur la table, c'est un investissement. Il n'y a pas eu la même dépense d'argent, par exemple en Espagne ou en Allemagne, et il n'y a pas eu des faillites en cascade. Oui, mais rappelez-moi le taux de croissance de l'Allemagne en 2021. Oui. À propos alors du Covid, moitié moins que celui de la France. À propos du Covid, hausse de cas positifs. En ce moment, on voit des mesures chez nos voisins européens, par exemple des mesures de confinement aux Pays-Bas, même couvre-feu. Est-ce que la France pourrait prendre de telles mesures? Ça a été écarté pour l'instant, mais tout de même. Nous devons tout faire pour éviter de nous retrouver dans la situation où nous étions l'année dernière. Je le dis vraiment de la manière la plus personnelle possible. Quand vous êtes ministre de l'économie, vous n'avez qu'une envie, c'est que les commerçants puissent ouvrir leurs magasins, que les grands magasins puissent accueillir les Françaises et les Français à Noël pour qu'ils achètent leurs cadeaux de Noël, que les restaurants puissent être pleins pendant les périodes de fête, que les hôtels puissent accueillir des réservations. Moi, j'ai envie que ça tourne pour les Français, j'ai envie que ça marche pour les Français. Donc il n'y aura pas de reconfinement. Mais non, mais j'ai connu ces moments où vous êtes obligé de rassembler tous les secteurs dont je viens de parler, leur dire voilà, la situation sanitaire est tellement dramatique qu'on est obligé de fermer. Je ne veux pas revivre ça. Et aucun Français ne veut revivre ça. Donc vous prenez l'engagement qu'il n'y aura pas de reconfinement. Je demande à chaque Français avec beaucoup de gravité de prendre conscience que pour lui-même, pour ses proches, pour tous les personnels soignants qui sont épuisés, pour notre économie, pour le restaurateur du coin chez lequel il a l'habitude d'aller, il faut prendre ses responsabilités, respecter les gestes barrières et se faire vacciner, c'est la meilleure protection. Ce qui veut dire que vous n'écartez pas, évidemment, l'hypothèse d'un reconfinement. Alors, s'il y avait de nouveau une détention. Je ne suis pas ministre de la Santé, ce n'est pas moi. Non, mais vous êtes ministre de l'économie. Ce n'est pas moi qui prends ces décisions, ce n'est pas ma responsabilité. Ma responsabilité, comme n'importe quel citoyen, c'est de dire ne revivons pas les heures difficiles du confinement. Prenons nos responsabilités, ça nous permettra d'éviter d'avoir à prendre des mesures dures dont personne ne veut, mais cette responsabilité-là est entre les mains de chacun d'entre nous. C'est pas le gouvernement, c'est chacun d'entre nous qui doit se faire vacciner, qui doit respecter les gestes barrières, qui doit pratiquer cette distanciation qui permet de nous protéger contre le virus. Oui, et on est à un moment critique là, charnière peut-être. Ça repart, oui, c'est maintenant que ça se joue, parce qu'on sait bien que c'est au jour le jour qu'on améliore ou on détériore la situation sanitaire. Parce qu'on ne pourra pas relancer le quoi qu'il en coûte, que vous avez évoqué tout à l'heure. Et nous n'en sommes pas là du tout. Ouais. C'est précisément ce que je veux éviter. L'économie française redémarre, elle redémarre vite, elle redémarre fort. On voit bien que les chiffres sont bons, que les chiffres de l'emploi, qui sont pour moi les plus importants, sont bons, que, je le dis à tous ceux qui ne croient pas dans l'avenir de la France, nous sommes en train de sortir d'une période de chômage de masse et nous avons la possibilité de parvenir pour la première fois depuis un demi-siècle au plein emploi. Ce qui paraissait totalement impossible en France est désormais une vraie possibilité. Il y a quand même 6 millions de personnes, si l'on prend en fait l'ensemble des catégories qui sont à Pôle emploi ou au chômage. Je prends partiel, bien sûr, on peut discuter à chaque fois des chiffres, je regarde juste la tendance. Ouais. Nous avons créé 1 million d'emplois sur la durée du quinquennat, 500 000 au cours de la dernière année. Ouais. Le plein emploi, qui paraissait un objectif totalement hors de portée de la France depuis un demi-siècle,
devient à nouveau possible. Donc faisons vraiment en sorte que ça devienne possible, si ce n'est pas pour nous, au moins pour nos enfants. Encore 2 petites questions. Sur les LR qui sont actuellement en train de débattre jusqu'à début décembre, est-ce que vous trouvez, vous aussi, qu'ils se sont radicalisés, les LR ? Je ne vais pas porter de jugement sur les débats des Républicains. Vous avez des candidats qui sont respectables. Ce qui me frappe, c'est qu'un certain nombre de grands enjeux qui concernent directement les Français sont à peine effleurés. Je pense à la place que prennent les gens du numérique et la régulation indispensable des géants du numérique. Oui, mais pas ça un mot viendra là-dessus. peut-être Je pense aux questions climatiques. Très peu de propos là-dessus, alors que c'est une priorité absolue. Donc je regrette que le débat ne soit pas un peu plus vaste. Je pense qu'il mériterait d'avoir une focale un peu plus large. Oui, et, tout à l'heure avec Elisabeth Lévy, on a évoqué un rapport sur l'immigration et le coût des migrants de 10 milliards pour la France. Moi, je ne peux pas confirmer ce coût. Et là aussi, je pense que la meilleure façon d'apaiser le débat politique et en même temps d'élever le débat politique, c'est de prendre les sujets avec le plus de sérieux possible, en distinguant les cas. C'est pas la même chose d'être un migrant en situation illégale qui coûte à la France, et à partir du moment où il est en situation illégale, qui doit quitter le territoire français, ou d'être un migrant en situation légale, qui est accueilli légalement sur le territoire, qui cotise à la sécurité sociale parce qu'il travaille, et dont le coût par définition sera moindre. Donc essayons, plutôt que de faire des généralités, de traiter les sujets avec le plus de précision possible. Bon, quand est-ce que vous avez le temps d'écrire pour votre livre, Un éternel soleil? Vous l'avez écrit quand? C'est pas mon premier livre, donc on ne va pas être surpris. Les 4, je ferai toujours la même réponse, c'est-à-dire tôt le matin et en utilisant mes congés. Chacun fait ce qu'il veut de ses congés. Il se trouve que moi, pendant mes congés, notamment mes congés d'été, j'ai écrit ce livre. Je ne vois pas pourquoi on reprocherait à un ministre d'utiliser ses congés pour écrire et faire part de ses convictions. Merci Bruno Le Maire, ministre de l'économie, des finances et de la relance et auteur donc de ce livre chez Albin Michel, Un éternel soleil.